Merci de nous inviter à Nantes pour cette journée, c'est chouette. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent déjà Hello Asso? Oui. 2, 3, ouais, 4. Ok. Je vais passer rapidement sur la présentation de Hello Asso. Moi je m'appelle Charlie, je suis responsable de communication et de partenariat. Et ensuite on parlera un peu plus crowdfunding, toutes plateformes confondues, et comme ça on pourra un peu approfondir le sujet. Je me décale. C'est pas grave. C'est bon? Alors, Hello Asso, qu'est-ce que c'est? Hello Asso, c'est un site de collecte qui est pensé pour les associations. On est très identifié aujourd'hui sur le segment, un peu la partie émergée de l'iceberg qui est le financement participatif. En réalité, on fait plus que du financement participatif. L'idée d'Hello Asso, en fait, c'est d'accompagner les associations dans entre guillemets leur transition numérique, et en se disant que voilà, il y a un virage du numérique et que les associations ne doivent pas le rater. C'est un peu ce qui nous occupe aussi aujourd'hui. Et nous, notre cœur de métier, c'est de mettre à dispo de n'importe quelle asso française des outils de collecte qui vont lui permettre de diversifier ses sources de financement et trouver des fonds en ligne. Donc je parlais du financement participatif, j'ai dit que c'était une partie aussi des outils qu'on proposait. Donc il y a le financement participatif, il y a aussi la possibilité de gérer ses adhésions en ligne, de lancer une billetterie pour un événement, de mettre un formulaire de don directement sur son site. On a vu tout à l'heure la petite flèche rouge avec faire un don. Ben voilà, il peut très bien avoir un formulaire Hello Asso derrière. De mobiliser des gens pour qu'ils collectent pour vous, d'émettre des reçus fiscaux automatiquement. Voilà. L'idée, c'est d'avoir une solution assez complète, assez simple et assez accessible pour toutes les associations, qu'elles soient professionnelles ou non du numérique. Je fais volontairement très vite, parce que le temps imparti est court, mais voilà, on pourra détailler ça plus tard. Donc comme je disais, l'idée, c'est d'avoir vraiment une solution accessible, simple, ergonomique et surtout efficace pour que en fait, l'association ou le responsable associatif que vous êtes passe évidemment un peu de temps à collecter des fonds, mais ait des facilités dans la gestion des contributeurs, dans l'émission de reçus fiscaux, dans le paramétrage d'une grille de dons, etc. Donc ça, c'est tous les outils qu'on propose aux assos. Il y en a quelques-uns qui sont listés ici avec l'opportunité de voir ces statistiques de collecte, etc., selon les campagnes qu'on a lancées. La grande particularité qu'on a vis-à-vis des autres plateformes de financement participatif que vous connaissez sans doute, type Ulule, KissKissBankBank, Kickstarter, etc. En réalité, il y en a deux. La première, c'est qu'on s'adresse, comme vous l'avez compris, aux associations, aux fondations et aux fonds de dotation, pas aux porteurs de projets particuliers ou aux startups, etc. La deuxième, c'est qu'on est sur un modèle qui est intégralement gratuit pour les associations. Tous ces outils-là sont gratuits pour les associations. 100% des montants qui sont collectés sont versés à l'asso. Bon, là, j'ai un peu cassé le suspense. Normalement, quand je dis ça, on me dit, mais alors du coup, vous faites comment pour vivre? Bon, comme vous le voyez là, on a un modèle qui est assez particulier, qui repose sur le pourboire. En réalité, c'est plus du prix libre que du pourboire, mais l'idée, c'est l'idée d'un pourboire, c'est-à-dire que c'est les contributeurs qui vont, au moment de passer leur adhésion, de passer leur paiement pour un soutien financier, quel qu'il soit, à l'asso sur Hello Asso, c'est l'opportunité de laisser un petit quelque chose pour le site, qui nous permet, nous, de continuer à améliorer nos outils, d'en proposer plus, mais surtout de les proposer toujours gratuitement pour les associations. Donc voilà, il y a vraiment ce modèle assez vertueux et participatif, tripartite, entre la plateforme, les contributeurs, les assos, et tout le monde marche ensemble. On est lauréat de la France s'engage, pardon. Allez hop. Peut-être que vous connaissez le programme La France s'engage, qui est un programme qui est soutenu par le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, qui a été voulu par le président de la République. On fait partie de des premiers lauréats. C'est un programme qui a vocation à soutenir les initiatives qui allient un petit peu nouvelles technologies numériques et intérêt général. Et pour vous donner quelques chiffres très rapidement, on a aujourd'hui un peu plus de 16 000 assos qui sont inscrites sur Hello Asso et qui collectent des fonds chez nous. Donc là, je parle de tous les outils confondus. Adhésion, billetterie, dons au fil de l'eau, crowdfunding, etc. Et elles ont collecté depuis la naissance du site, donc en 2009, plus de 22 millions d'euros. Donc ces 22 millions d'euros-là sont, comme vous l'avez compris, intégralement reversés aux assos, ce qui est plutôt chouette. Ok, alors ça c'était pour Hello Asso. Maintenant l'idée c'est de voir un peu, je pense que vous entendez pas mal parler du crowdfunding ou du financement participatif, essayer de voir un peu déjà ce que c'est, pour ceux ou celles d'entre vous qui n'auraient pas forcément la maîtrise du terme, et ensuite de voir quelles sont les bonnes questions à se poser. On va faire une petite formation accélérée pour bien préparer une campagne si vous avez une idée en tête. Bon, le financement participatif, c'est pas quelque chose qui est forcément nouveau, c'est facile. Crowd, c'est la foule, funding, c'est les fonds. Donc en fait, c'est aller chercher la foule et mobiliser un maximum de contributeurs pour donner vie à son projet avec des soutiens financiers.
Je lisais l'interview d'un porteur de projet il n'y a pas très longtemps qui disait que dans crowdfunding, le mot le plus important, en fait, c'est crowd. Et pas forcément les fonds. C'est vraiment la foule qui est importante, on y reviendra. Et c'est un peu le nerf de la guerre, finalement, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Mais j'y reviens tout à l'heure. Alors, je disais que c'était pas nouveau. En fait, la réalité, c'est qu'Internet a permis une sorte de résurgence de ce mode de financement-là, parce qu'il permet d'aller voir les gens beaucoup plus facilement, de toucher beaucoup plus de contacts de manière beaucoup plus instantanée. Mais en réalité, c'est pas du tout nouveau comme mode de fonctionnement. Pour la petite anecdote, le socle de la Statue de la Liberté a été financé par souscription publique. Donc c'était à l'époque déjà du financement participatif, sauf que ça n'en avait pas le nom. Il y a différents types de financement participatif. Si vous regardez un peu sur Internet, vous en trouverez donc différents types. En gros, il y en a trois. Il y a le segment, ce qu'on appelle du don, donc là du vrai crowdfunding tel qu'on l'entend nous aujourd'hui, qui concerne donc le don pur et le don avec contrepartie, j'y reviens tout à l'heure. Il y a le segment, ce qui en anglais s'appelle le crowdlending, où il y a des plateformes qui sont spécialisées là-dedans. Donc là, c'est une logique de prêt, c'est-à-dire que vous faites un prêt à un porteur de projet et vous avez une rémunération sur un taux d'intérêt, enfin, vous connaissez le principe. Et le dernier, c'est le crowd equity. Donc là, en fait, c'est de l'entrée au capital, donc c'est souvent le cas pour des tours de table pour des startups ou des jeunes entreprises qui se montent. Donc voilà, nous, on est vraiment sur ce segment-là. En général, c'est de ça qu'on parle. Puisqu'en fait, comme on va le voir, ça concerne 80% des projets restent sur le segment du don et du don avec contrepartie. Ce qu'il faut savoir sur le marché du crowdfunding, c'est que c'est un marché qui est en pleine explosion. En gros, ça double tous les ans. Donc voilà, en 2015, il y a Financement Participatif France qui chaque année fait un baromètre, toute plateforme, enfin tout type de crowdfunding confondu, et tout type de plateforme confondue. Comme vous le voyez, voilà, en 2015, on est à peu près à 300 millions d'euros levés sur les plateformes de crowdfunding, donc 1 x 2 par rapport à 2014. Aujourd'hui, il y en a plus, mais en 2015, il y avait presque 3 millions de Français qui avaient déjà participé à une campagne de financement participatif, qu'ils soient porteurs de projets eux-mêmes ou contributeurs. Et comme je vous le disais tout à l'heure, même si les volumes de l'equity et du prêt sont beaucoup plus importants que le don avec ou son contrepartie, puisque une entrée au capital, c'est pas à coût de 60 euros. 80% des projets qui sont présentés sont des projets qui font appel au don, donc typiquement ce qu'une asso pourrait faire dans votre cas pour financer un projet particulier. Alors, point important, c'était un petit peu délaissé dans les dernières années. Il y a un vrai mouvement qui est en train de se faire. Le secteur, donc ce qui est qualifié dans l'étude de la solidarité, est vraiment en train de se saisir de la logique de financement participatif. Et on voit quelque chose de super intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a un porteur de projet sur 3 sur le don avec ou sans contrepartie, donc pas de prêt ni equity, mais sur ce segment-là, qui est une association. Quand il y a 2 ans, c'était 1 sur 5. Donc vraiment, les assos sont en train de tirer leur épingle du jeu avec ce genre de financement-là qui vient en fait en complément aussi des autres formes de financement que vous pouvez avoir. Et ça, c'est quelque chose de génial et nous, du coup, qui nous ravit chez Hello Asso. Et donc ces assos-là, sur l'année 2015, elles ont collecté à peu près 21 millions d'euros. Donc pas que chez nous, vous l'aurez compris, sur d'autres types de plateformes aussi. Mais ça fait des montants qui commencent à être assez substantiels. Quelques questions à se poser. Vous avez un projet, en tout cas vous avez un projet associatif, vous vous dites voilà, j'aimerais bien faire partie, j'aimerais bien lancer une campagne de crowdfunding. J'ai listé 4 ou 5 questions qui me paraissent assez importantes à avoir en tête dans la phase de préparation de votre campagne. La première déjà, c'est quel projet? Parce que vous avez une association, mais quel projet vous allez mettre en place sur une plateforme pour faire appel à vos contacts pour le soutien financièrement. Mais déjà, l'idée, c'est que moi je pense que tout type de projet peut se retrouver sur une plateforme de crowdfunding, mais l'idée c'est de trouver un peu l'angle innovant, original pour séduire un petit peu les internautes pour qu'ils y participent. Typiquement, le contre-exemple, c'est si vous faites un projet pour dire voilà, je voudrais financer les salaires des salariés de l'association, même si c'est crucial et évidemment, ça va être compliqué de mobiliser les gens autour du salaire de vos salariés. Donc l'idée, c'est de trouver un angle d'un projet en particulier qui pourrait se retrouver sur une plateforme de financement participatif et qui surtout peut susciter un petit peu l'émotion et projeter les internautes et les potentiels contributeurs dans l'histoire de l'activité de votre association. Et l'idée aussi, si possible, d'avoir un projet pérenne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une vraie logique de non-impact. C'est-à-dire qu'on ne vient pas donner comme ça et on ne regarde pas ce qui se passe ensuite vis-à-vis de son don. Quand on vient donner à une association, ou en tout cas quand on vient donner à un porteur de projet,
sur une campagne de crowdfunding, on veut voir l'impact que le don a eu. Donc il faut vraiment avoir un projet qui va durer dans le temps si possible, et on va pouvoir ensuite montrer à tous les contributeurs ce que leurs dons ont apporté et ce que ça a permis en termes de réalisation. Autre question importante, à quel moment je lance ma campagne et surtout pour combien de temps? Bon, alors à quel moment, je pense qu'il faut suivre un peu les vacances scolaires, ne lancez pas une campagne le 1er août. Voilà, ce serait un peu dommage. Ne lancez pas non plus début juillet, attendez peut-être la rentrée. Voilà, c'est pareil, si vous pouvez attendre la fin de l'année, qui est un moment très très fort en termes de générosité, de dons, etc. Faites-le, ne le faites pas forcément au 1er janvier, capitalisez sur le mois de décembre. Voilà. Bon, ça j'imagine que vous l'avez tous en tête. Combien de temps ça doit durer? Il n'y a pas de règle immuable, mais en règle générale, les campagnes durent entre 1 et 3 mois. Alors pourquoi entre 1 et 3 mois? Et j'y reviendrai tout à l'heure quand on parlera des ressources. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'une campagne de financement participatif, c'est un peu comme de la course. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui font de la course à pied. Mais moins d'un mois, c'est un sprint, on risque de se faire un claquage. C'est vraiment beaucoup trop peu de temps. C'est complètement un oxymore ce que je viens de dire. Mais c'est trop peu de temps pour pouvoir mobiliser des gens, les relancer, s'assurer que tout va bien sur la campagne, animer sa campagne, etc. Ou alors vous êtes 10 sur cette campagne-là et vous avez des ressources incroyables et vous pouvez le faire en un mois. Mais moi je préconise, et de manière générale l'ensemble des plateformes préconisent entre 1 et 3 mois, surtout selon le montant que vous souhaitez lever. Si c'est un petit montant, ça peut à la limite être un tout petit peu moins. Si c'est un gros montant, et ça va aussi dépendre des gens que vous pouvez mobiliser, de votre capacité de communication et de mobilisation, ben voilà, entre 1 et 3 mois. Et évidemment, il faut trouver l'équilibre entre pas trop en amont de la réalisation du projet, parce qu'encore une fois, il y a une logique de don-impact. C'est-à-dire si votre projet il est à horizon 2 ans et que vous faites appel à une campagne de financement participatif maintenant, il va y avoir un laps de temps un peu trop important entre la réalisation du projet et la campagne. Et en même temps, si votre projet il est dans un mois et que vous lancez votre campagne maintenant, vous allez avoir du mal à avoir la trésorerie nécessaire pour le financer. Donc il y a un petit équilibre à trouver entre le moment où vous lancez la campagne et le moment où le projet va se réaliser. Quelle plateforme choisir? Bon, alors là, j'essaie de ne pas faire trop de pub pour la mienne. Mais en gros, il y a 2-3 trucs à savoir qui peuvent différencier les plateformes et qui peuvent un peu vous orienter. La première chose, c'est le type de plateforme. C'est comme on l'a vu tout à l'heure, est-ce que c'est du prêt, de l'equity ou du don? La deuxième chose, c'est la nature des projets. Est-ce que c'est des projets qui sont du domaine associatif ou est-ce que c'est des projets beaucoup plus généraux? Est-ce que c'est des projets dans la culture, dans l'environnement, etc. Il y a des plateformes aujourd'hui de plus en plus qui sont très spécialisées sur un plan. Ça peut être territorial, ça peut être thématique, voilà, à voir. Bon, conservation de la propriété intellectuelle, c'est plus exactement le cas et c'est plus pour les artistes, etc. Donc, quand même à voir dans les conditions générales d'utilisation, mais ça peut être intéressant de le voir. Sélection ou préalable des projets. Alors, typiquement, sur une plateforme comme Lulu, il y a une équipe qui s'occupe de recevoir les projets, de les regarder, de dire ok, alors ça c'est pas viable, il va falloir que vous le retravaillez. Ça c'est viable, on le lance. Voilà. Et c'est assez substantiel, c'est je crois presque un projet sur 2 qui est amené à être retravaillé. Donc c'est pareil, regardez s'il y a une sélection au préalable des projets. Pour Helloasso, typiquement, il n'y en a pas. La règle du tout ou rien, c'est une règle que vous connaissez peut-être, qui est assez importante. C'est assez simple, c'est-à-dire vous demandez 10 000 euros, enfin votre objectif financier c'est 10 000 euros. À la fin de la campagne, c'est la fin dans 1 minute, vous êtes à 9 999. Si vous n'atteignez pas 10 000 euros, l'ensemble des fonds sont reversés aux gens qui vous ont apporté leur soutien. Voilà. Donc ça, c'est la règle du tout ou rien. Il y a des plateformes qui l'appliquent, il y a des plateformes qui ne l'appliquent pas, comme Helloasso. Bon, je vous rassure, en règle générale, la première personne qui va donner à la campagne, c'est vous. Et la dernière, c'est vous. S'il reste 1 euro, ce serait quand même un petit peu dommage. Après, s'il en reste 5 000, c'est à voir. Mais bon, c'est toujours aussi important de savoir où est-ce qu'on met les pieds, notamment sur ce genre de règles. Et ensuite, bah, ça va dépendre un peu de vos goûts, entre guillemets. C'est est-ce que vous voulez une plateforme qui est très locale ou très jeune, ou est-ce que vous voulez un site qui est un peu plus ancien, entre guillemets, et qui a une assise qui est plus généraliste, qui a une certaine notoriété. Voilà. Moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment de règles là-dessus, et c'est plus au feeling des porteurs de projet de savoir s'ils veulent choisir une plateforme selon ce critère-là. Alors, super important, comment déterminer son objectif financier? Sur Internet, il n'y a rien qui se passe par hasard. C'est-à-dire, le plus vous travaillez votre campagne en amont, le plus vous travaillez votre projet, le plus votre objectif financier est crédible et surtout atteignable, le plus vous avez de chances d'avoir une forte mobilisation autour de votre projet. Typiquement, si vous demandez trop
par rapport au projet que vous réalisez. Là, vous vous dites, bah, allez, je pense que je peux avoir 3 000 € de plus, etc. Il y a un risque qui est celui qu'un un potentiel contributeur vient et se dit, mais non, je ne comprends pas, là, c'est beaucoup plus élevé que ce qu'il va faire en effet. Et du coup, il y a une certaine perte de crédibilité. A l'inverse, si vous ne demandez pas assez, pareil, on se dit, mais le porteur de projet n'a pas travaillé suffisamment en amont, donc voilà, je ne vais pas lui apporter mon soutien financier. Et la deuxième chose, atteignable, donc c'est évidemment, comme vous l'avez compris, dans un peu les postes budgétaires en fonction du projet que vous avez, mais c'est aussi en termes de capacité que vous avez à mobiliser ce que j'appelle vos communautés. Alors communauté, c'est un peu un terme web geek, mais vous allez voir dans la slide d'après que c'est ultra important d'évaluer le potentiel, la communication que vous pouvez avoir et le potentiel de mobilisation que vous pouvez faire. J'y reviens dans un instant. Et c'est en fait l'idée de mon dernier petit point, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est estimer l'apport de votre cercle proche. Alors justement, ça me permet d'embrayer sur la question des ressources pour mener sa campagne. Alors les ressources, elles sont de plusieurs types. Déjà, combien de personnes vont animer la campagne au sein de votre association? Est-ce que vous êtes seul? Combien de temps vous pouvez y passer? Je pense pour mener une bonne campagne, il faut y être à peu près 1 heure, 1 heure et demie par jour. C'est pour ça que quand je vous disais plus de 3 mois par exemple, 1 heure et demie par jour pendant plus de 3 mois, ça commence à être un marathon qui est un peu long, quoi. A contrario, si vous êtes sur moins d'un mois, c'est pas 1 heure et demie, mais c'est plus 2 heures et demie, 3 heures. Toujours, ça dépend du nombre de personnes qui peuvent y contribuer. Et donc je parlais de l'objectif financier atteignable, et notamment en termes de capacité de mobilisation. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'une campagne de crowdfunding, ça a deux choses qui sont top pour un porteur de projet. La première, c'est que ça apporte un soutien financier. La deuxième, c'est que c'est une campagne de communication, c'est-à-dire que vous commencez déjà à communiquer sur le projet que vous allez réaliser avant même qu'il soit réalisé. Donc vous capitalisez déjà sur une certaine notoriété, sur des gens que vous allez mobiliser, que vous allez ensuite intégrer dans ce que j'appelle moi vos communautés, juste avant la réalisation du projet. En termes de communication, il y a une règle à savoir, j'insiste là-dessus, super important, ne balancez pas au monde entier un projet qui n'a récolté aucun fonds. C'est-à-dire, là vous avez tapé votre page de collègue, vous avez paramétré, vous avez mis la super vidéo qui va bien, la photo, le descriptif, vous êtes super content parce que vous avez préparé ça pendant 2 semaines, 3 semaines. Hop, vous le mettez sur Twitter, c'est bon, allez-y, vous pouvez y aller. Bon, ça ne marchera pas et vous vous grillez une cartouche. Alors pourquoi? Parce que je pense que si on va tous au restaurant pendant la pause déjeuner et qu'il y a un restaurant qui est plein et juste à côté un restaurant qui est vide, mais on va forcément se diriger un peu plus vers le restaurant qui est plein que vers le restaurant qui est vide. On va se dire, il y a un problème dans le restaurant qui est vide, je regarde même pas la carte, je regarde même pas les prix, il doit y avoir un problème parce que le cuisinier de ce restaurant-là, il n'a même pas réussi à faire venir ses parents, sa famille, ses amis. Donc moi je suis pas légitime, je le connais pas, je suis pas légitime à aller dans son restaurant. Mais c'est un peu la même chose avec une campagne de financement participatif. L'idée c'est de communiquer par cercle. D'abord vous mobilisez votre cercle proche, c'est-à-dire votre famille, vos amis, les membres les plus actifs de l'association qui sont investis dans le projet, vos collègues proches, enfin ouais, tout ce cercle proche-là. Ce cercle proche, c'est à lui, c'est les VIP, c'est lui d'abord qui a entre guillemets la primeur de participer au projet, et c'est en fait le cercle que vous n'avez pas besoin de convaincre. C'est des gens que vous voyez au quotidien, avec qui vous avez des relations très proches, et ce cercle proche-là, il doit être en mesure de vous apporter environ, et là encore c'est pas une règle immuable gravée dans le marbre, environ 10% de votre objectif de collecte total. C'est pour ça que votre capacité de mobilisation est très liée avec l'objectif que vous souhaitez atteindre. Si vous avez très peu de cercles proches, une capacité de mobilisation peu importante, ne demandez pas 20 000 € parce qu'il faudrait que votre cercle proche vous donne déjà 2 000. Ouais, bon, il y a ce petit calcul-là à faire. Ensuite, quand vous avez mobilisé ce cercle proche et qui vous a donné une bonne dynamique de départ, vous mobilisez un cercle éloigné. Donc le cercle éloigné, c'est le cercle proche de votre cercle proche à vous, c'est les amis de vos amis, c'est vos collègues, c'est peut-être les salariés, les bénévoles de l'association qui sont un petit peu moins impliqués, c'est les gens qui connaissent votre association, de près ou de loin, mais quand même qui ont besoin d'être peut-être un petit peu convaincus, ou qu'on leur présente un peu plus le projet en détail, et besoin de, voilà, un peu plus de convaincre via des canaux qui ne sont pas ultra grand public, mais qui sont assez de masse, c'est-à-dire typiquement les abonnés à votre newsletter si vous en avez une, et ça c'est ce qu'on peut considérer comme un cercle éloigné. Voilà. Donc ce cercle éloigné-là, vous le mobilisez à peu près à partir de 10% de l'objectif total jusqu'à 30-50%. Et une fois
que vous êtes sur cette dynamique-là, vous l'avez bien compris, hein, c'est vraiment une histoire de dynamique, quoi. Je vois des gens rentrer dans un restaurant, j'ai envie d'y rentrer, je me dis que c'est chouette. Voilà. Donc une fois que vous avez atteint 50%, là oui, vous pouvez balancer à la presse, vous pouvez mettre des affiches un peu partout, vous pouvez mettre sur Twitter et crier au monde entier que vous êtes en train de faire un super projet et que vous êtes déjà à la moitié. Et ça, c'est un argument de communication. On est déjà à 50%, prenez part à l'aventure. Parce que c'est ça, en fait, le nerf de la guerre, c'est de projeter les internautes dans une aventure, leur donner envie d'y prendre part et de les, entre guillemets, de les séduire. C'est là où c'est un petit peu de la communication. Et typiquement, je suis sûr que demain, vous entendez parler d'un projet à Nantes qui a 98% de son objectif. Même si vous ne le connaissez pas, vous vous dites « Ah bah, j'aimerais bien faire partie des 2% qui restent pour l'aider à faire atteindre son projet. » Pardon, l'aider à atteindre son objectif. Demain, vous vous retrouvez sur le même projet qui est à 2%, vous vous dites « Bon, là, je vais peut-être me donner un petit peu le temps. » Donc voilà, ces 50% restants, ils sont sur le grand public. Vous pouvez très bien contacter la presse. Et d'autant plus que la presse, bon, c'est un petit peu malheureux, mais ils ont tendance à saisir des campagnes qui marchent déjà plutôt pas mal. Donc vous avez tout intérêt à contacter la presse quand la campagne a une bonne dynamique. Et là, typiquement, moi j'ai une amie à Nantes qui a lancé, vous pourrez aller faire un nom si vous voulez, une campagne, c'est une asso qui s'appelle la Tricyclerie, qu'il y en a parmi vous qui connaissent. Voilà, ils sont en train de faire une campagne maintenant. Elle m'a appelé pour 2-3 conseils, je l'ai un peu coaché là-dessus. Et je crois qu'en 8 jours, ils avaient atteint presque 50% de leur objectif. Et maintenant, il va y avoir un article dans Presse Océan, dans Ouest France, etc. Voilà. Donc, je ne dis pas que ça marche à tous les coups, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais disons que si vous commencez à contacter la presse dès le début, vous faites les choses à l'envers et vous vous grillez une cartouche. Parce que la presse va ensuite dire bah oui, mais j'ai déjà reçu votre communiqué de presse, mais du coup, ça ne m'a pas intéressé parce que c'était pas assez abouti. Voilà, et super important, pour réussir une campagne, il faut y consacrer du temps. Je disais qu'il n'y avait pas de hasard. Moi, j'ai encore pas mal d'assos qui m'appellent. Ah, mais votre site marche pas. Ah bon, mais pourquoi? Alors là, je fais stresser toute l'équipe technique. Bah, le site marche pas sur cette collecte. Bah oui, j'ai collecté 0 €. Mais est-ce que vous avez un petit peu mobilisé des gens, passé des coups de téléphone, envoyé des emails? Ah bah non, non, moi j'ai juste lancé ma page et j'ai attendu qu'il y ait un internaute qui tape dans Google donner à une association à Nantes et qui tombe sur ma page et qui fasse preuve de générosité. Bon, ça malheureusement, peut-être que ça viendra un jour, ça n'existe pas encore. Donc y consacrer du temps. Ne pas hésiter à relancer, super important, les gens qui vous ont apporté leur soutien, il faut les relancer, il faut les remercier et il faut leur dire partagez à votre tour ma campagne. Voilà. Toujours cette règle des cercles, capitaliser sur tout ça. Voilà, 20 minutes. Merci.